invité Mathieu Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu Lefebvre, vous êtes député du Val-de-Marne, vice-président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, présidé par Gabriel Attal. Vous êtes proche de Gérald Darmanin et vous êtes président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée. J'ai pas dit de bêtises, non ? Aucune. Tout va bien. Bon, où est-ce qu'on en est avec le budget, la fameuse CMP ? À l'absence de budget, nous dit Bercy, coûte 100 millions d'euros par jour au pays, à la France, qui est considérable. Où est-ce qu'on en est ? Reprise des discussions en ce moment même, tiens. Tout à fait. Est-ce que ça va aboutir ? Écoutez, mes collègues essaient de progresser. Je pense que la commission mixte paritaire sera conclusive. Ce qui est important, c'est que la France ait un budget. Ce ne sera pas le budget dont on avait rêvé. Ce sera un budget imparfait, avec des impôts et pas beaucoup de réformes. Mais avoir un budget aujourd'hui, c'est essentiel parce que le coût pour les entreprises, pour les Français, est énorme. Il y a une incertitude économique qui pèse sur le pays, qui est insupportable. On a besoin d'avoir un budget, et vite. Et vous pensez que ça va être conclusif, donc ? Je pense que ça va être conclusif. Selon vos informations, bien sûr, ça avance bien. Bien sûr, même si les socialistes votent contre, le socle commun est majoritaire et on y arrivera. Ils ont déjà bien travaillé hier, ils travaillent encore bien aujourd'hui, on va y parvenir. Bon, hier, c'était les recettes. Oui. Ça s'est bien passé, mais aujourd'hui, on aborde un problème un peu plus difficile, les dépenses budgétaires. Il y a un point qui achoppe, c'est l'AME. Oui. Les crédits de l'AME. Baisser les crédits de l'AME pour les étrangers en situation irrégulière. C'est la volonté du gouvernement. 200 millions d'euros, je crois. Bien sûr. Et les socialistes s'y opposent fermement. Il faut baisser ces crédits ou pas, Mathieu Lefebvre ? L'aide médicale d'État ne peut pas être plus généreuse dans notre pays que dans les autres pays européens. C'était l'objet d'un rapport qu'avait commandé Elisabeth Borne à monsieur Evin et Stefanini pour dire qu'on faisait en France pareil que dans les autres pays, pour pas qu'on soit plus généreux et plus attractif. Donc moi je pense qu'il faut revenir dans la moyenne européenne, appliquer le rapport, ne faire que le rapport et tout le rapport, et ça implique en effet de baisser les crédits. Maintenant, est-ce qu'on a la capacité politique à le faire d'ores et déjà avec la composition de la commission mixte paritaire que l'on sait, je n'en suis pas certain, mais en tout cas, moi je le souhaite. Il faut être très réaliste en matière migratoire. On ne peut pas être plus généreux que nos voisins européens. Donc c'est clair pour vous, on ne doit pas céder là-dessus. La majorité ne doit pas céder. Ça fait peut-être partie des compromis qui seront trouvés. Des compromis moi, je ne sais pas. Qui seront trouvés. En tout cas, ce que je dis, c'est que c'est un travail qu'il faut engager extrêmement rapidement. Moi, je n'ai aucun tabou. Il faut toucher au panier de soins. Il faut toucher également au titre de séjour pour étrangers malades. Il y a des soins aujourd'hui qui sont remboursés qui ne mériteraient pas de l'être, qui sont différents en France. Lesquels ? Par exemple, la question du recollement des oreilles. On peut se faire recoller les oreilles quand on est étranger en situation de clandestinité. Et il y a également des titres de séjour pour étrangers malades qui sont délivrés pour des personnes qui sont sur le territoire national, alors même que les Français n'ont parfois pas accès aux soins. Par exemple, quand on revient d'un pays étranger, on a une carence, on n'a pas accès aux soins. Je pense qu'il faut mettre un petit peu d'équité dans tout ça, évidemment en préservant ces dispositifs. Bien, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est décidé ? Apparemment, pour les très très grandes entreprises, 8 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour 2025 seulement, nous dit-on. Pour 2025 seulement. Mais quand on crée une taxe, en général en France, elle est faite pour durer, non ? Et le provisoire a tendance à durer en matière de fiscalité. Oui. Mais si le gouvernement fait ça, c'est parce que nous dépensons trop dans notre pays et qu'il est assez facile d'appuyer sur le bouton de l'impôt. Moi, je souhaite que ce soit évidemment temporaire, mais je souhaite surtout dire... Vous croyez que ce sera temporaire ? En tout cas, on fera tout pour que ce le soit, parce que c'est insupportable. On ne peut pas avoir une fiscalité qui est plus importante que tous nos voisins. Encore une fois, revenir sur la politique de l'offre qui a été menée depuis Emmanuel Macron pendant 7 ans, c'est avoir des décisions de délocalisation d'entreprises, c'est des investissements qui ne reviennent plus dans le pays, c'est des emplois qui sont détruits. Bon, là, c'est un mal nécessaire pour un an, parce que la situation des comptes publics, et aussi, il faut le dire, la situation politique qu'a créé la censure l'exige, mais il faut que nous retrouvions très rapidement le chemin de l'attractivité, et ça passe par beaucoup moins de dépenses et beaucoup moins d'impôts. Effort temporaire sur l'impôt sur le revenu des ménages les plus aisés. Là aussi, même chose, 2 milliards. Là aussi, ça doit être temporaire. Et surtout, il faut arrêter de faire croire aux Français qu'il y a une manne sur les plus fortunés, que les plus fortunés échappent à l'impôt. Enfin, ça n'est pas vrai. Mais il y a quand même des réalités. Il y a des réalités. L'augmentation de la fortune des plus riches, des très très riches, est plus grande, l'augmentation est plus forte que celle du Français moyen. Et d'abord, est-ce qu'on peut pas se réjouir ? Est-ce qu'on peut pas se réjouir qu'il y ait des Français qui réussissent et qui gagnent de l'argent ? Mais si. Des Français qui gagnent de l'argent, qui créent de l'emploi dans ce pays. Mais les inégalités qui se creusent, est-ce qu'on peut se
réjouir des inégalités qui se creusent. Non, bien sûr que non, mais je crois surtout qu'on a un modèle social dont on ne voit pas l'ampleur. On réduit les inégalités, elles devraient être de 1 à 18 dans ce pays. Grâce à notre modèle social, elles ne sont plus que de 1 à 3. Il n'y a aucun autre pays au monde qui redistribue autant les richesses. Et on le fait à tel point que ça pèse massivement sur le travail. Les Français qui bossent aujourd'hui n'ont pas les fruits de leur travail, et les entrepreneurs qui veulent entreprendre n'ont pas aujourd'hui les fruits de leur travail. Donc je pense qu'il faut renverser la table, changer de modèle et cesser de faire peser le financement de notre protection sociale uniquement sur les travailleurs et les entrepreneurs de ce pays. Comment renverse-t-on la table et change-t-on de modèle? C'est ce qu'a proposé notamment Gabriel Attal en proposant un référendum sur ce sujet, mais il faut que le financement de la protection sociale... Il a proposé un référendum. Quel pourrait être, je ne sais pas moi, l'intitulé de la question? Il travaillait avec le parti Renaissance pour avoir un projet de loi référendaire d'ici 3 mois. Mais en tout état de cause, le constat est celui-ci. On gagne un petit peu moins que dans tous les autres pays européens, mais on a un service public qui est beaucoup plus important. Mais quelle question pourrait-on poser? Non, mais je pense que le constat est déjà très important. Le constat, oui, mais le constat, c'est une chose. Mais sur quoi peut-on faire reposer autrement le financement de la protection sociale? Est-ce qu'il faut le faire peser sur des impôts de consommation? Est-ce qu'il faut le faire peser sur d'autres ressources? Vous pensez que les Français vont répondre à ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un débat qu'on devra trancher dans la prochaine présidentielle. On ne peut pas continuer à avoir un modèle social aussi généreux et par ailleurs qui remplit des missions de service public de plus en plus contestées. On peut accepter de payer beaucoup d'impôts si le service public est au rendez-vous. Mais quand il n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas l'accepter. Oui, mais c'est aussi à l'État de se serrer la ceinture. Bien sûr. Mais Mathieu Lefebvre. L'État, c'est 30% de la dépense publique. Oui. La moitié de la dépense publique dans ce pays, c'est la dépense sociale. C'est ce qui fait la grande différence avec nos voisins. Et singulièrement la question des retraites. On dépense beaucoup plus pour nos retraites que nos voisins européens. Si on n'a pas le courage de remettre tout ça à plat, de dire qu'on ne travaille pas assez et qu'il faut demain une nouvelle réforme des retraites qui nous remette dans les clous, alors on continuera à emprunter 50 milliards d'euros chaque année pour payer les pensions de nos retraités, qui sont 17 millions aujourd'hui et qui vont devenir 20 millions demain. On n'en a pas le début d'un centime. Ceux qui peuvent partir, partent. C'est le président du MEDEF qui le dit, Patrick Martin, à propos des très grandes entreprises. Ceux qui peuvent partir, partent, ils ont raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il a raison de dire cela? Je pense qu'il y a un ras-le-bol de la part des chefs d'entreprise. Vous comprenez? Il y a d'abord... Mais moi, je comprends les chefs d'entreprise aujourd'hui dans ce pays. Quitter la France. Non, pas quitter la France, mais dans ce pays, on leur dit, 1, vous allez payer plus d'impôts qu'ailleurs. Et puis 2, il y a un état d'esprit aussi français, anti-patron. Si vous gagnez de l'argent, c'est pas bien. Si vous avez des salariés, c'est pas bien. Vous êtes tout de suite un patron voyou. Vous êtes caricaturé par la France insoumise et par la gauche en général. On veut niveler tout le monde par le bas dans ce pays. Donc moi, je comprends ce ras-le-bol. Et j'ai envie de dire, donnons la chance à ces entrepreneurs qui... Vous savez, c'est pas facile d'être entrepreneur tous les jours. Ça ne vous choque pas cette phrase de Patrick Martin? Non, mais évidemment qu'il faut du patriotisme économique. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui doivent faire preuve de beaucoup de patriotisme pour rester dans notre pays. Parce que c'est pas tous les jours facile dans un climat, singulièrement depuis qu'Emmanuel Macron n'a plus pu mettre en œuvre sa politique de l'offre, oui. 49.3 obligatoire lundi? Il est indispensable. Après le calendrier, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour voter le budget. Donc il y aura l'utilisation d'un 49.3. Ce sera l'issue, quoi qu'il arrive, bien sûr. Bien sûr, utilisation des 49.3, ça veut dire motion de censure discutée mercredi. Malheureusement, on n'est pas obligé de censurer. Voilà. On pense aujourd'hui que c'est automatique la motion de censure parce que il y a dans ce pays des gens qui rêvent de censurer et qui rêvent de couper des têtes comme à l'ancien temps. Mais ça n'est pas obligatoire. On pourrait aussi être des parlementaires responsables et laisser ce budget être adopté. Bien, à propos de parlementaires et à propos d'élections, là, il ne s'agit pas d'une législative mais d'une municipale. Il y a cette élection à Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, vous connaissez bien, puisque vous êtes élu du Val-de-Marne et que Villeneuve-Saint-Georges, c'est dans le Val-de-Marne. C'est pas dans votre circonscription, puisque c'est la circonscription de Louis Boyard qui se présente à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. J'ai vu que Jordan Bardella appelait à faire barrage à Louis Boyard. En fait, il y a une sorte de front commun anti-Boyard. Non, mais il n'y a rien de commun entre Jordan Bardella et nous, tout simplement. Moi, je veux pas d'un ancien dealer à la tête d'une mairie, je veux pas d'un TikToker à la tête d'une mairie, et je veux pas de quelqu'un qui a sur sa liste des fans du Hamas, qui jugent que le Hamas est un mouvement de résistance. Voilà où on en est dans ce pays. Est-ce que les Villeneuvois veulent avoir cet énergumène comme maire? Je ne crois pas. Donc il faut que
toutes les voix des électeurs villovois se portent sur Christelle Niasme, qui est une élue locale compétente que j'ai soutenue dès le premier tour. Et nous avons besoin dans ce pays d'un rassemblement fort, très fort de tous les républicains pour éviter la dérive communautariste qui nous guette. Louis Boyard, c'est le pion, c'est le cheval de Troie avancé du communautarisme en Ile-de-France. Ce serait un désastre si nous avions une mairie insoumise. Oui, avec une opposition qui se présente divisée. Oui, malheureusement. Moi, je regrette que le maire sortant se présente divisé, comme j'avais souhaité au premier tour soutenir la candidate Les Républicains, qui n'est pas de ma famille politique, parce que quand le danger est grand d'avoir un insoumis à la tête d'une municipalité, on fait front commun. Quel est le danger, Mathieu Lefebvre ? Le danger, c'est d'avoir un 7e de liste qui soit élu et qui pense que le Hamas est un mouvement de résistance. Voilà, pour moi, ça, c'est pas la République, et je refuse que ces élus puissent un jour gouverner une ville. Et puis, excusez-moi, être maire d'une commune, c'est quand même avoir des compétences, c'est être capable de répondre à ses administrés. Monsieur Boyard, qu'est-ce qu'il a démontré ces 2 dernières années ? Je rappelle que c'est un ancien dealer. Je rappelle que qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale ? Il fait des vidéos TikTok de 30 secondes. C'est ça, un élu local dans ce pays ? Il y a 35 000 maires dans ce pays qui font un boulot formidable et que l'on ne doit absolument pas comparer avec cet énergumène qui est un agitateur public. Bien, un agitateur politique à la tête de Villeneuve-Saint-Georges. 35 000 habitants, Villeneuve-Saint-Georges. Nous verrons le résultat dimanche. Le sentiment de submersion migratoire. Cette phrase du Premier ministre François Bayrou a fait beaucoup de bruit. Malheureusement, heureusement, je ne vais pas porter de commentaires particuliers, mais est-ce que les habitants de votre circonscription ressentent une submersion migratoire ? Franchement, Mathieu Lefebvre. Il faut mettre des mots sur les réalités. Dans notre pays, on a à la fois un problème d'immigration que l'on ne maîtrise plus. On a 500 000 entrées par an, on ne choisit pas l'immigration de travail, on a une immigration familiale qui est massive et en même temps on n'arrive pas à intégrer celles et ceux qui respectent le projet France et ses valeurs. Et puis par ailleurs, on a un problème d'assimilation extrêmement fort depuis des années, à tel point que oui, il y a un sentiment en effet de submersion, de changement culturel. Les Français se sentent en insécurité culturelle dans notre pays, dans certains quartiers. Donc oui, il faut avoir le courage de dire les choses. François Bayrou a eu raison de le faire et ça doit se traduire évidemment en acte maintenant. En acte, accueillir moins pour accueillir mieux. Absolument. C'est ce que vous défendez. Absolument. Moi, je pense qu'il faut que nous choisissions notre politique migratoire. Mais comment D'abord en ayant non pas la préférence nationale, mais la préférence travail. Voilà, on donne beaucoup à ceux qui veulent s'intégrer par le travail dans notre pays et on en a besoin, il faut le reconnaître. Et on ne donne absolument rien et on reconduit à la frontière ceux qui sont des clandestins, qui ne font rien, ou bien pire, qui commettent des crimes et des délits. Voilà, c'est une ligne de partage qui me semble très importante. Et puis ensuite, on accepte de choisir notre immigration de travail. Le Canada le fait. Tous les autres pays le font. Des quotas ? Pourquoi pas ? En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'on accepte de Une loi, immigration, travail. C'est difficile, malheureusement, d'avoir une loi dans l'Assemblée fragmentée que nous connaissons, mais on ne peut plus accepter d'avoir une immigration qui est majoritairement familiale et subie. On doit avoir une immigration de travail on et vous en parle dans votre circonscription, dans le Val-de-Marne, souvent ? Les chefs d'entreprise m'en parlent, évidemment, mais on me parle aussi, en effet, de ce sentiment d'un pays qui change, d'une France que l'on ne reconnaît plus. Ça ne veut pas dire que les gens sont racistes, ça ne veut pas dire que les gens ont peur de l'autre. Simplement, je pense que la question de l'intégration n'a pas été prise suffisamment à bras-le-corps et la question de l'immigration, du niveau de l'immigration, François Bayrou a eu raison de le dire pendant sa discussion de politique générale, n'est aujourd'hui peut-être pas acceptable pour les Français. Oui, Mathieu Lefebvre, expulser ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays, d'accord, mais comment ? Comment trouver les pays qui vont accueillir leurs ressortissants dont ils ne veulent pas ? Il faut le faire en européen. Regardez ce qui se passe avec l'Algérie, regardez. Bien sûr, mais c'est pour ça que moi je plaide pour qu'on ait une diplomatie européenne migratoire extrêmement forte. Aujourd'hui, on est bien seul en Union européenne face aux pays du Maghreb qui refusent de reprendre nos ressortissants. L'Italie, regardez, l'Italie arrive à freiner l'immigration clandestine. L'Italie a aussi beaucoup régularisé sous Madame Meloni, contrairement à ce que l'on peut entendre parfois. Mais il faut aussi que nous soyons capables de parler d'une seule voix au niveau européen, qu'on ait une diplomatie migratoire européenne très claire, à la fois pour éviter les départs dans les pays où il y a des grands désordres, à part de l'aide, mais aussi pour être extrêmement ferme vis-à-vis des pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants. L'Algérie... Mais que peut-on faire face à l'Algérie ? Est-ce qu'on doit être plus ferme ? Bien sûr qu'on doit être plus ferme. Je vous dis ça parce que on voit ce qui se passe avec Donald Trump. Tout le monde prend Trump en exemple maintenant. Est-ce qu'on devrait
appliquer la méthode Trump avec l'Algérie. En tout cas, Trump, il agit au niveau d'un continent qui est très fort. Et aujourd'hui, nous, en Européens, nous parlons pas d'une seule voix. C'est ça la difficulté. Et Bruno Retailleau fait un travail considérable pour y parvenir, mais dans les strictes frontières nationales, parce que l'Europe ne veut pas parler d'une seule voix au plan migratoire. On voit à quel point il a été... Est-ce qu'on doit appliquer en Europe la méthode Trump? Vous savez, moi, je pense que la méthode Trump, c'est aussi beaucoup de paroles et à la fin, peu de résultats. Et c'est aussi surtout une forme de brutalisation du débat public dont je ne veux pas pour mon pays. Mais en tout cas, oui, il faut évidemment être plus ferme vis-à-vis de l'Algérie, et notamment avec une politique des visas qui soit extrêmement restrictive. Mais c'est-à-dire qu'on doit restreindre le nombre de visas? Bien sûr, évidemment. De visas accordés aux Algériens? Évidemment. Qui viennent en France? Bien sûr. Absolument. Bien sûr, ça peut même être une politique de visa zéro tant qu'ils ne reprennent pas des clandestins qui sont politique des clandestins de visa zéro. Bien sûr, évidemment. Mais il faut accepter ce rapport de force. On ne peut pas continuer à se laisser marcher sur les pieds comme c'est le cas. Gérald Darmanin l'avait courageusement fait avec une politique de visa extrêmement restrictive. Allons plus loin, j'ai aucun problème avec ça. Les otages libérés hier, vous êtes président du groupe d'amitié France-Israël, je le rappelle, à l'Assemblée nationale, 8 otages libérés hier, 3 le seront demain. Forcer les otages libérés à traverser une foule haineuse. Cette mise en scène vous choque? Oui, je suis choqué. Mais vous savez, le Hamas est un mouvement profondément inhumain. Et Israël mène un combat légitime contre cette force terroriste, et toutes les démocraties du monde devraient être aux côtés d'Israël pour lutter contre ces gens qui sont absolument épouvantables et dont on voit malheureusement sur ces images qui sont encore extrêmement nombreux. On voit ressurgir le Hamas, ces combattants entre guillemets du Hamas, on les voit ressurgir devant les caméras. Oui, ces terroristes, dans une mise en scène macabre, ils forcent les otages israéliens à les remercier en arabe. C'est une inversion accusatoire absolument épouvantable. Et moi, je ne supporte pas que l'on mette sur le même plan les prisonniers palestiniens qui sont, pour certains, emprisonnés à vie, d'autres condamnés pour terrorisme ou pour avoir assassiné des Israéliens avec des otages qui sont des otages innocents, qui sont restés près de 500 jours en captivité. Et que pensez-vous de l'idée de Donald Trump de déplacer les habitants de Gaza, en Jordanie et en Égypte? C'est encore une fois une forme de brutalisation du débat public. Si on pense que par un déplacement massif de population on va régler ce conflit, on se trompe lourdement. Donald Trump a parfois souvent des solutions simples à des problèmes extrêmement compliqués. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne résoudra pas ce conflit tant qu'il restera un seul membre du Hamas présent à Gaza. Donc, il faut éradiquer absolument le Hamas. Bien sûr, il faut éradiquer le Hamas. Mais le Hamas est un mouvement terroriste et les démocraties luttent jusqu'à la mort contre les mouvements terroristes. Est-ce que vous demandez à l'ONU, comme le fait le gouvernement israélien, de mettre fin à l'action de l'urgence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ? Je pense que la question de l'aide humanitaire est une question cruciale. Les populations civiles gazaouis qui n'ont rien demandé, qui sont sous la coupe du Hamas, doivent être protégées, elles doivent être alimentées par l'ONU et par l'Union européenne en aide, même évidemment. Si des otages étaient retenus, enfermés dans les locaux de l'agence de l'ONU. Bien sûr que non, si c'était prouvé, évidemment. Moi, vous savez, je pense qu'il y a eu beaucoup de dérives à l'UNRWA, il y a eu beaucoup de dérives à l'ONU. Il faut évidemment y mettre un terme, mais il faut aussi faire très attention à ce que les populations civiles ne soient pas les premières victimes de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous pensez, comme Caroline Yadan, que la haine des Juifs en France est exaltée par LFI ? C'est évident, c'est le premier parti antisémite de France. Vous savez, moi j'étais avec Yael Braun-Pivet quand Monsieur Mélenchon l'accusait de camper à Tel Aviv. Il juge que l'antisémitisme est résiduel, il a explosé dans notre pays. Mettre de l'huile sur le feu chaque jour, l'ensemble de leurs tweets sont des tweets anti-Israël. La vérité, c'est que LFI aujourd'hui se réfugie derrière la haine d'Israël pour avoir un antisémitisme commode, un antisémitisme du quotidien, et ils sont dans le fond ce qu'était le Front National dans les années 90. Voilà. C'est-à-dire ? Ils ont l'antisémitisme du Front National dans les années 90. C'est ce qui est en train de se passer. Il ne sert à rien de commémorer la Shoah si on laisse les mêmes causes produire les mêmes effets, a dit Caroline Yadan. Vous partagez totalement ? Je pense que la Shoah marque une rupture majeure dans l'histoire de l'humanité et que il faut faire très attention à dire que aujourd'hui une nouvelle Shoah pourrait se produire, mais les mots ont un sens et combattre les mots épouvantables de la France insoumise, les actes épouvantables de la France insoumise participe d'une forme de normalisation du débat public dont nous avons besoin, et tous les responsables publics devraient être extrêmement fermes vis-à-vis de ces prises de parole. Alors évidemment, ça a fait réagir la France insoumise, les propos de Caroline Yadan, la France insoumise qui demande des sanctions.
Non mais attendez, on va pas sanctionner une parlementaire qui a eu une parole extrêmement ferme contre l'antisémitisme. 80 ans après la libération d'Auschwitz, ce devrait être extrêmement consensuel dans notre pays. On célèbre les 80 ans de la libération. Ça ne l'était pas ? Ah non, ça ne l'est pas. Manifestement, sa question n'était pas consensuelle. Enfin, moi, je suis très surpris. 80 ans après la libération des camps de la mort, on en arrive à avoir un pays qui est divisé sur cette question. On parlait de Louis Boyard. Moi, je souhaite que la gauche retrouve ses valeurs républicaines. J'ai entendu à votre micro le député Philippe Brun qui disait ah, c'est vrai, sur la liste de Louis Boyard, il y a un militant pro-Hamas, mais bon, il y en a des biens, il y en a d'autres des biens. Ben, en République, il n'y a pas de oui, mais. Voilà. On n'est pas, on lutte pas contre l'antisémitisme, mais on lutte contre l'antisémitisme tout court, comme on lutte contre toutes les formes de racisme. J'en termine avec le président de la République, qui est dans une situation curieuse aujourd'hui, avec pas de majorité à l'Assemblée nationale, avec un Premier ministre qu'il connaît bien depuis longtemps, mais avec lequel on ne sait pas trop quelle attitude avoir. Il part seul, sans caméra, rencontrer les Français. J'ai vu des journalistes qui lui reprochaient cela. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, je trouve que c'est une très bonne séquence. Et d'ailleurs, quand on écoute ce que les gens disent de leur rendez-vous, de leur entretien avec le président de la République, ils sont très contents. Ils disent, le président de la République est très sympa, il a été longuement avec nous. Bah, c'est aussi ça, le président de la République. On a oublié, peut-être parce que le pouvoir isole, qu'il est au contact des Français. Et quand il est au contact des Français, ça se passe bien, contrairement à tout ce qu'on peut entendre. 2027, il y aura une présidentielle. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, rivaux ? 2027, c'est loin. Oui, c'est loin, oui. Et Gabriel Attal. Loin, mais non, mais Gabriel tous les Attal, responsables politiques ne pensent qu'à ça. Vous savez bien, Mathieu Lefebvre. Ouais, mais on peut aussi. Moi, je peux aussi rendre mon mandat et dire que pendant 2 ans, je fais plus rien au service des Français. Pendant 2 ans, il faut être utile au service des Français. Et je vais vous dire, c'est même une condition nécessaire pour que le bloc central, ou en tout cas les modérés de ce pays, puissent gagner. Parce que si on fait rien du tout, là, en effet, les extrêmes vont s'emparer du pouvoir. Oui, à condition de dégager un candidat du bloc central. Il émergera. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, comment le faire émerger ? D'une primaire ? Non. La primaire, moi j'observe dans la vie politique française que ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Ça contribue à radicaliser son socle et à être incapable de s'élargir ensuite. Il y aura des candidats ou une candidate qui émergera naturellement. Merci Mathieu Lefebvre d'être venu nous voir. Il est 8h56. Vous êtes sur Sud Radio.